Les roses du jardin du presbytère avaient commencé leur deuxième floraison lorsque M. Edmund Hartley ne se présenta pas à la répétition de la chorale un jeudi soir de fin septembre. En rentrant chez elle, après être passée à la bibliothèque, Mademoiselle Marple remarqua, en passant devant l'église St. Mary Mead, un silence inhabituel, ou plutôt l'absence des voix discordantes qui s'essayaient habituellement à Hindle. Les fenêtres de l'église étaient plongées dans l'obscurité et de petits groupes de choristes s'attardaient près du porche, le visage tourné vers le presbytère, l'air à la fois irrité et inquiet. « Cela ne lui ressemble pas », disait Madame Price Ridley à quiconque voulait bien l'écouter, sa poitrine imposante se soulevant d'indignation. 23 ans, sans manquer un seul jeudi, même pas quand sa mère est décédée, que Dieu ait son âme. Il avait alors envoyé ses excuses, mais il les avait envoyées. C'est tout simplement inexcusable. Mademoiselle Marple s'arrêta, ajustant les livres sous son bras. L'air du soir transportait le parfum des roses tardives, fanées, presque passées, dont les pétales commençaient à brunir sur les bords. Elle avait taillé les siennes ce matin-là, coupant les fleurs fanées pour favoriser une nouvelle croissance. Il ne fallait jamais laisser les choses traîner trop longtemps, sinon toute la plante en souffrait. « Il est peut-être tombé malade », suggéra mademoiselle Hartwell, la postière, bien que son ton suggérât qu'elle trouvait cette explication insuffisante. « Alors où est la voiture du docteur Haydock ?» Madame Price Ridley désigna l'allée du presbytère d'un geste de la main gantée. « Non, croyez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai senti ce matin quand je l'ai vu à la poste. Il avait un regard furtif, je dirais, comme s'il avait vu un fantôme. » Le révérend Léonard Clément sortit du presbytère, le visage émaillé de rides d'inquiétude. C'était un homme qui préférait que ses problèmes soient d'ordre théologique plutôt que pratique, et la disparition de son chef de chœur relevait clairement de cette dernière catégorie, avec une certitude affligeante. « J'ai téléphoné à Madame Bartlett, où il logeait », annonça-t-il d'une voix qui avait la résonance particulière de quelqu'un habitué à s'adresser à des églises vides. Elle ne l'a pas vu depuis ce matin. Il est parti faire sa promenade à 10 heures, comme d'habitude, et n'est pas revenu. Son lit est fait, son dîner est intact sur la table. Sa promenade, répéta mademoiselle Marple doucement, plus pour elle-même que pour l'assemblée. C'était donc quelqu'un d'habitué à ses habitudes. Le vicaire se tourna vers elle avec le soulagement d'un homme qui se noie et qui aperçoit un morceau de bois flottant. « Oh, mademoiselle Marple, oui, en effet, Edmund est l'homme le plus méthodique qui soit. Promenade à 10 heures, toujours le même itinéraire à travers le champ du fermier Giles jusqu'au vieux moulin et retour. Déjeuner à 1 heure. Correspondance l'après-midi. Thé à 4 heures. Puis ses préparatifs pour la répétition de la chorale. On pouvait régler sa montre sur lui. Un peu comme la taille des rosiers, murmura mademoiselle Marple en regardant le jardin du presbytère où les dernières fleurs se balançaient dans la lumière déclinante. On suit le même schéma année après année. On coupe aux mêmes endroits, selon les mêmes angles, jusqu'à ce que quelque chose vienne perturber ce schéma. Elle marqua une pause. Je me demande ce qui a perturbé le schéma de M. Hartley. Madame Price Ridley renifla. « Si vous voulez mon avis, c'est cette femme, celle qui est arrivée la semaine dernière et qui a pris une chambre au Blue Bower. Je les ai vus discuter devant la poste ce matin même, et il avait l'air très perturbé après coup. »« Quelle femme ?» demanda le docteur Haydock, qui venait d'arriver dans sa vieille voiture, appelé par quelqu'un dont l'inquiétude était excessive. « Elle se fait appeler Madame Darnley, » dit mademoiselle Hartwell, qui, en tant que receveuse des postes, se considérait comme au courant de certaines informations. Ces lettres portent le cachet de Londres. Elle a posé des questions sur M. Hartley dans tout le village. Hier, elle voulait savoir où il habitait, quand il avait emménagé ici, s'il avait toujours été chef de chœur. Elle baissa la voix jusqu'à murmurer d'un ton complice. « J'ai trouvé cela très étrange. Peut-être,
suggéra doucement mademoiselle Marple. Devrions-nous nous assurer que M. Hartley a bien disparu avant d'élaborer des théories à ce sujet? Il est peut-être simplement retenu quelque part. Mais alors même qu'elle parlait, elle observa les ombres qui s'allongeaient sur la pelouse du presbytère, la façon dont les roses tardives semblaient se faner malgré la pluie de la veille, et elle pensa aux habitudes rompues et aux routines interrompues, et elle sentit une petite certitude froide s'installer dans sa poitrine comme une pierre. À 10 heures ce soir-là, cette certitude s'était répandue dans tout St. Mary Mead comme le givre sur une vitre. M. Edmund Hartley n'était pas rentré chez lui. Son lit était fait, son dîner avait refroidi dans la plus belle porcelaine de Madame Bartlett. Plus significatif encore, et ce détail fit frissonner le village, son chapeau et sa canne avaient disparu, suggérant qu'il était bien parti pour sa promenade matinale, mais ses lunettes de lecture étaient apposées sur la table du hall, ce qui, selon Madame Bartlett, était sans précédent. Il ne voyait pas à 1 mètre sans elle, mademoiselle Marple. Il était aveugle comme une chauve-souris. Il ne les aurait jamais laissés derrière lui. La police fut appelée. L'inspecteur Slack arriva de Much Benham le lendemain matin, avec son air habituel de savoir déjà tout et de trouver tout cela plutôt ennuyeux. C'était un jeune homme, pas encore 40 ans, avec la conviction malheureuse que les crimes dans les villages étaient toujours simples et généralement commis par des gitans ou des clochards. Mademoiselle Marple l'avait déjà rencontré 2 fois auparavant et le considérait comme un exemple concret des dangers des conclusions prématurées. « Personne disparue », annonça-t-il au groupe réuni dans le salon du presbytère, comme s'il identifiait une espèce de papillon de nuit particulièrement ennuyeuse. Il s'est probablement éloigné, perdu. C'est ce qui arrive aux personnes âgées. M. Hartley avait 53 ans, dit le vicaire d'un ton doux. Il n'était pas vraiment âgé, et son sens de l'orientation était excellent. Il avait emprunté ce chemin 5 fois par semaine pendant 15 ans. L'inspecteur Slack consulta son carnet avec l'air de quelqu'un qui fait plaisir à des enfants. Néanmoins, vicaire, les statistiques montrent... Les statistiques, interrompit le colonel Melchett, qui était venu en sa qualité de chef de la police. C'est très bien, Slack. Mais elles n'expliquent pas la clôture cassée près de l'étang du moulin, ni le chapeau que nous avons trouvé pris dans les ronces à 20 mètres de l'eau. Cette déclaration fut accueillie par un halètement collectif. Mademoiselle Marple, qui tricotait tranquillement dans un coin, elle avait été invitée par Madame Clement et avait accepté, avec l'empressement de quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas refuser les invitations à des scènes intéressantes. Observa attentivement les réactions. Madame Price Ridley porta la main à sa gorge. Mademoiselle Hartwell pâlit. Le docteur Haydock prit un air sombre. Le vicaire ferma les yeux comme s'il priait. Une seule personne ne semblait pas surprise. Madame Darnley, la mystérieuse femme de Londres, qui avait été localisée au Blue Boar et amenée au presbytère pour être interrogée, accueillit la nouvelle en baissant légèrement les épaules, comme si elle avait attendu quelque chose et que cela était enfin arrivé. C'était une femme d'environ 45 ans, vêtue de noir, pas tout à fait en deuil, mais suggérant le deuil, avec des cheveux foncés coiffés avec soin et des yeux qui semblaient calculer même lorsqu'il pleurait. « Alors il s'est noyé », dit-elle d'un ton neutre. Edmund ne savait pas nager. Il avait peur de l'eau. Et vous le connaissiez bien, madame. Le ton du colonel Melchett était sec. C'était mon mari. Le deuxième souffle collectif fut plus fort que le premier. Le carnet de l'inspecteur Slack glissa même de ses doigts. Le vicaire avait l'air d'avoir reçu un coup. Votre mari, la voix de Madame Price Ridley, aurait pu décaper la peinture. Mais M. Hartley était célibataire. Tout le monde sait ce qu'Edmund voulait qu'il sache. La voix de Madame Darnley était amère. Il m'a quitté il y a 20 ans, inspecteur. Il a quitté notre
maison de Clapham un matin et n'est jamais revenu. Oh, il m'envoyait de l'argent, régulièrement, par l'intermédiaire d'un avocat. Mais il n'est jamais revenu, jusqu'à ce que je le retrouve la semaine dernière. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient régulièrement. Elle travaillait sur un vêtement rose pâle, une veste pour bébé destinée à sa petite nièce, et la couleur délicate semblait en décalage avec l'obscurité qui envahissait la pièce. « Comment l'avez-vous retrouvée, madame Darnley » demanda-t-elle doucement. Après tant d'années, la femme se tourna vers elle, et mademoiselle Marple vit sur son visage une sorte de triomphe épuisé. Sa signature. Il envoyait de l'argent tous les mois, mais il signait toujours lui-même les traites bancaires. L'avocat m'a dit que c'était sa condition. Il ne voulait pas utiliser de tampons en caoutchouc ni de secrétaire. Il fallait que ce soit de sa propre main. Le mois dernier, il y avait une tache sur le cachet de la poste. St. Mary Mead, Berkshire. La poste de Londres l'avait tamponné par-dessus, mais j'ai réussi à le déchiffrer. J'ai engagé un détective qui l'a confirmé. Edmund Hartley, chef de chœur, St. Mary Mead. Mon mari. Et quand vous l'avez confronté? C'était le colonel Melchett, avec son attitude militaire rigide. Il a nié, il a dit que j'étais folle, qu'il ne m'avait jamais vu de sa vie. Mais je connaissais sa voix, inspecteur. Je connaissais ses yeux. C'était mon Edmund, même s'il avait vieilli en essayant d'être quelqu'un d'autre. Ses mains se tordaient sur ses genoux, tripotant un mouchoir jusqu'à ce qu'il ressemble à une fleur écrasée. Je lui ai dit que je voulais des réponses. Je voulais savoir pourquoi. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il m'a demandé de le retrouver au moulin hier matin. Il a dit qu'il m'expliquerait tout. Sa voix s'est brisée. Il n'est jamais venu. L'étang du moulin a été dragué cet après-midi-là. Mademoiselle Marple observait depuis le chemin 3 agents de police travaillant avec des grappins, tandis que l'inspecteur Slack arpentait les berges comme un héron mécontent. La clôture brisée fut examinée, photographiée, discutée. Les ronces qui avaient retenu le chapeau de M. Hartley, un respectable trilby marron, désormais tristement déchiré, furent soumises à un examen minutieux. Mais aucun corps ne fut retrouvé dans les eaux sombres. Au fond, au centre, dit le fermier Gilles, qui était venu observer avec l'air propriétaire de quelqu'un dont les terres bordaient les lieux. À 6 mètres ou plus, il y a d'anciennes installations industrielles en dessous, des tunnels, dit-on, mais je ne les ai jamais vus. Le corps pourrait être coincé là-dedans, il pourrait ne pas remonter à la surface avant plusieurs jours. Ou jamais. Mademoiselle Marple avait apporté son tricot et s'était installée sur un mur de pierre pratique, officiellement pour reposer ses pieds, mais en réalité pour observer. Le soleil de fin septembre réchauffait ses épaules, et les roses de la haie à côté d'elle étaient dans leur dernière floraison désespérée, avant que l'automne ne s'installe vraiment. Elle les avait particulièrement remarquées, trop épanouies, presque fanées, avec des pétales qui tombaient au moindre contact. « Il faut être prudent avec les roses tardives », pensa-t-elle. « Elles donnent une illusion de vitalité alors qu'elles pourrissent de l'intérieur. »« C'est une affaire tragique », dit le docteur Haydock en s'arrêtant à côté d'elle. Hartley était un type bien, même s'il était un peu réservé. Il n'a jamais parlé de sa femme, bien sûr, mais après tout, c'est normal, n'est-ce pas, quand on a fui la situation? Est-ce qu'on s'enfuit avec succès pendant 20 ans pour finir par se noyer accidentellement le lendemain de sa découverte? Le ton de mademoiselle Marple était doux, les yeux fixés sur son tricot. Haydock lui lança un regard perçant. « Vous pensez que c'était un suicide? » « Je pense, dit mademoiselle Marple avec prudence, que les clôtures cassées sont des choses très curieuses. On peut en casser une en tombant, ou lors d'une lutte, ou... » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un qui choisit exactement la bonne nuance de laine. « Ou on peut en casser une délibérément, pour suggérer quelque chose qui ne s'est pas réellement produit. » Vous voulez dire un meurtre?
ou l'apparence de quelque chose qui n'était pas du tout un meurtre. L'absence d'un corps est tout aussi intéressante que sa présence, vous ne trouvez pas? Le docteur Haydock renifla. Vous suggérez qu'il a mis en scène sa propre noyade? Qu'il s'est enfui à nouveau? Je ne suggère rien. Je constate simplement que les roses, à leur dernière floraison, ont souvent l'air en pleine santé, jusqu'à ce qu'on les touche, puis elles tombent en morceaux. Elle jeta un coup d'œil aux rosiers de la haie, dont les pétales tombaient comme de la neige rose. Les apparences peuvent être très trompeuses. Mais alors même qu'elle parlait, elle se sentit troublée par le visage de Madame Darnley, par le chagrin sincère qui sous-tendait l'amertume. À moins d'être une actrice accomplie, et Mademoiselle Marple en avait connu quelques-unes, un tel chagrin était difficile à feindre. Si Edmund Hartley avait mis en scène sa propre disparition, sa femme semblait sincèrement convaincue de sa mort. Bien sûr, le village avait déjà élaboré ses propres théories à l'heure du thé. Mademoiselle Marple avait accepté une invitation à prendre le thé au presbytère. Ou plutôt, Griselda Clément, la femme du vicaire, beaucoup plus jeune et infiniment plus vive, s'était présentée à sa porte et avait refusé d'accepter un refus. « Vous devez venir, mademoiselle Marple. Bunch est rentré de l'école et meurt d'envie d'entendre tout le récit de ce mystère. Et Léonard est d'humeur maussade, ce qui signifie qu'il se cache dans son bureau en prétendant écrire son sermon, et je vais devenir folle si je dois rester seule avec mes pensées. » Lorsque mademoiselle Marple arriva, le salon du presbytère était déjà occupé. Madame Price Ridley trônait sur le canapé, avec mademoiselle Hartwell perchée à côté d'elle, comme un moineau nerveux. Le colonel Bantry et sa femme Dolly étaient venus, Madame Bantry étant une amie particulière de mademoiselle Marple et une femme qui abordait les scandales du village avec l'enthousiasme d'une spectatrice de théâtre lors d'une première. Le docteur Haydock était adossé à la cheminée. Le jeune Denis Clément, neveu du vicaire qui séjournait au presbytère, pendant qu'il se remettait d'une déception à Londres, était affalé dans un coin avec une expression d'ennui calculé qui ne cachait pas tout à fait son intérêt. Et dans le meilleur fauteuil près de la fenêtre était assise mademoiselle Amanda Hartwell, sans lien de parenté avec la postière, malgré le nom de famille commun. Une femme de 60 ans qui tenait la maison de son frère, un colonel de l'armée à la retraite, et qui était connu dans tout St. Mary Mead pour sa connaissance encyclopédique des affaires de tout le monde et son habitude déconcertante d'avoir généralement raison. « Bien sûr que c'est un suicide », déclara Madame Price Ridley lorsque mademoiselle Marple entra. Cet homme était manifestement rongé par la culpabilité. 20 ans de tromperie, une vie de mensonge, puis son passé le rattrape. Il ne pouvait pas y faire face. Il s'est jeté dans l'étang du moulin. « Mais pourquoi la rencontrer au moulin ?» objecta Madame Bantry. « S'il avait l'intention de se suicider, pourquoi ne pas l'avoir fait tout simplement? Pourquoi organiser un rendez-vous qu'il n'avait pas l'intention d'honorer? Pour faire peser les soupçons sur elle, bien sûr. » C'était mademoiselle Amanda Hartwell, la vieille mademoiselle Hartwell, comme on l'appelait pour la distinguer de la postière. Il lui donne rendez-vous, puis se noie avant, sachant qu'elle sera la dernière personne connue à avoir eu rendez-vous avec lui. La police la soupçonnera. En le poussant, le docteur Haydock secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Hartwell, cela semble inutilement baroque. Si un homme veut se suicider, il le fait, tout simplement. À moins, dit Denis Clément depuis son coin, son ton languissant ne dissimulant pas tout à fait une intelligence vive, qu'il ne se soit pas suicidé du tout, à moins que quelqu'un ne l'ait aidé à se jeter à l'eau, quelqu'un qui avait intérêt à voir Edmund Hartley disparaître définitivement. » Un petit silence s'ensuivit. Griselda Clément, versant le thé de ses mains légèrement tremblantes, dit « Vous voulez dire Madame Darnley? Mais pourquoi? Si elle voulait sa mort, elle aurait pu le faire il y a des années, lorsqu'elle a découvert qu'il était parti. » Vraiment. Denis se redressa, enthousiasmé par sa théorie. Peut-être qu'elle vient seulement de le retrouver?
Peut-être qu'il y a une assurance vie. Ou peut-être... Il marqua une pause dramatique. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment sa femme. Peut-être qu'elle quête quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une raison de vouloir la mort d'Edmund Hartley, et que l'histoire de la femme n'est qu'une couverture. Miss Marple accepta le thé que lui tendait Griselda en murmurant un merci. Elle remarqua que la tasse était décorée de roses tardives, un joli motif, même si la dorure s'était estompée sur les bords. Avec le temps, tout s'estompait. Même les plus belles façades finissaient par se fissurer. Quelqu'un s'est-il demandé pourquoi M. Hartley avait quitté sa femme? Me semblait-il important? On n'abandonne pas sa vie sans raison. Madame Price Ridley renifla. De toute évidence, cet homme avait un mauvais caractère. Il était faible, incapable d'assumer ses responsabilités. Mais mademoiselle Amanda Hartwell observait mademoiselle Marple d'un œil perspicace. Vous pensez au mobile, n'est-ce pas? S'il est parti une fois, c'est pour une raison. Et cette raison l'a peut-être suivi ici. C'est souvent le cas, acquiesça mademoiselle Marple. Elle posa sa tasse de thé et reprit son tricot. Elle avait apporté le petit gilet rose pour bébé, qui avançait bien. J'ai connu une femme de chambre qui a quitté son poste très soudainement. Elle a tout simplement disparu un matin. Tout le monde a supposé qu'elle s'était enfuie avec le garçon du boucher, mais en fait, elle avait découvert que la cuisinière empoisonnait systématiquement le chat de la maison et prévoyait de s'en prendre à la maîtresse. La femme de chambre était la fille de la cuisinière, voyez-vous, et elle ne pouvait se résoudre à dénoncer sa propre mère. Elle s'est donc simplement enfuie. Elle fit une pause, le cliquetis des aiguilles résonnant dans la pièce. C'était la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire, vraiment, et la plus lâche. « Et qu'est-il arrivé à la cuisinière ?» demanda Griselda, les yeux écarquillés. « Oh, elle a fini par se faire prendre. Le chat a survécu, et quelques mois plus tard, la maîtresse a développé des symptômes. La domestique est revenue et a témoigné. Mais le mal était fait pour toutes les personnes concernées. Parfois, s'enfuir ne fait que retarder l'inévitable. Vous pensez donc que Hartley fuyait quelque chose de criminel ?» Le colonel Bantry se pencha en avant, sa moustache militaire hérissée d'intérêt. « Je pense, dit mademoiselle Marple, que nous devrions découvrir ce qui s'est passé à Clapham il y a 20 ans. L'inspecteur Slack m'a donné l'impression d'être un jeune homme pressé de tirer des conclusions, mais j'espère qu'il aura le bon sens d'enquêter sur le passé de M. Hartley avant de se prononcer sur son présent. » En l'occurrence, l'inspecteur Slack avait effectivement ce bon sens, même s'il présenta ses conclusions le lendemain avec un air tel qu'il semblait avoir inventé personnellement le travail de détective, ce qui poussa mademoiselle Marple à serrer ses aiguilles, à tricoter avec une force inutile. La scène se déroulait à nouveau dans le salon du presbytère, qui était devenu le quartier général officieux de l'enquête, au grand désarroi du révérend Clément et à la grande joie de sa femme. Madame Darnley avait été convoquée. Techniquement, elle n'était pas en état d'arrestation, mais l'attitude de Slack suggérait qu'il s'agissait d'une omission temporaire. Les principaux villageois s'étaient matérialisés, comme ils le faisaient toujours, lorsque des nouvelles imminentes étaient attendues. Mademoiselle Marple était assise dans son coin, apparemment concentrée entièrement sur le motif compliqué de son tricot, mais ses yeux bleus ne manquaient rien. « J'ai contacté la police de Londres », annonça Slack, en consultant son carnet avec l'air de quelqu'un qui sort un lapin d'un chapeau. « Edmund Hartley a un passé très intéressant, ou devrais-je dire Edmund Hartwell. » La jeune mademoiselle Hartwell, la postière, eut un petit cri de surprise. « Hartwell, mais c'est... »« Votre nom ? Oui, mademoiselle. Et celui de mademoiselle Amanda Hartwell. Quelle coïncidence !» Le ton de Slack suggérait qu'il ne croyait pas aux coïncidences. « Ou peut-être pas. Vous voyez, il y a 20 ans, à Clapham, un homme nommé Edmund Hartwell était employé comme commis de banque. Une position respectable, une vie respectable.
mariée à l'ancienne Sarah Jennings, c'est-à-dire vous, Madame Darnley. Un enfant, une fille, âgée de 3 ans. Le visage de Madame Darnley était devenu très pâle. Émilie, elle s'appelait Émilie. S'appelait, madame? S'appelle. Émilie s'appelle ainsi. Madame Darnley tordait les mains sur ses genoux. Elle a 23 ans maintenant. Elle vit au Canada. Je l'ai envoyée là-bas pour vivre avec ma sœur quand elle avait 10 ans. Je ne pouvais pas m'en occuper seule. L'expression de Slack s'adoucit légèrement, puis se durcit à nouveau lorsqu'il reprit ses notes. Edmund Hartwell a disparu en octobre 1903. Peu après, on a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête de la part de ses employeurs pour détournement de fonds. 10 000 livres avaient disparu en 3 ans, de petites sommes soigneusement dissimulées dans les livres comptables. Le supérieur de Hartwell avait fini par remarquer les irrégularités. Edmund Hartwell devait être interrogé par les auditeurs de la banque le lendemain de sa disparition. La salle s'est mise à bouillonner. Madame Price Ridley a déclaré qu'elle avait toujours su que cet homme avait quelque chose de louche. Le colonel Bantry a exigé des détails sur l'enquête. Dennis Clément semblait conforté dans ses soupçons sur la nature humaine en général. Seule mademoiselle Marple restait silencieuse, ses aiguilles avançant régulièrement dans le fil rose. Elle observait madame Darnley, qui avait fermé les yeux comme si elle souffrait, ou peut-être comme si elle était soulagée. Le soulagement d'avoir enfin compris. « Il était donc un voleur », dit madame Darnley doucement. « Je ne l'ai jamais su. Il ne m'a jamais dit que nous avions besoin d'argent. Je pensais qu'il y avait peut-être une autre femme. Cela aurait été plus facile, d'une certaine manière. Mais c'était un voleur, et il s'est enfui pour éviter la prison. Et il a pris un nouveau nom, ajouta Slack. Hartley, au lieu de Hartwell. Il a aussi changé son prénom au début. Il s'est appelé Edwin pendant quelques années, d'après ses premiers dossiers d'emploi ici. Il n'est revenu à Edmund que lorsqu'il a pris le poste de chef de chœur. Il pensait probablement que suffisamment de temps s'était écoulé et qu'il avait bien effacé ses traces. Alors il aurait dû rester caché, dit le docteur Haydock d'un ton sinistre. Pourquoi a-t-il envoyé de l'argent? C'est ce qui l'a finalement trahi. La voix de madame Darnley était à peine audible. Parce qu'il n'était pas totalement dépourvu de conscience. Il savait ce qu'il m'avait fait, à moi, à Émilie. L'argent était sa pénitence. Sa pénitence, répéta doucement mademoiselle Marple, ou son assurance. Un homme qui envoie régulièrement de l'argent par l'intermédiaire d'un avocat s'assure que sa femme n'aura pas à le rechercher. La pauvreté aurait pu vous pousser à prendre des mesures plus extrêmes, madame Darnley. En vous maintenant juste assez à l'aise, il vous a maintenue passive. Madame Darnley tressaillit comme si elle avait été frappée. Je suppose que c'est vrai. L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant un motif clair de suicide. Face à la révélation de ses agissements, non seulement à sa femme, mais aussi à la police et à tous ceux qui le connaissaient comme un homme respectable, Edmund Hartley a préféré la mort à la honte. Ou, dit le colonel Melchett, qui était entré discrètement pendant l'exposé de Slack, quelqu'un préférait le voir mort. Madame Darnley, je dois vous demander, où étiez-vous hier matin entre 9 et 11 heures? La femme redressa brusquement la tête. Dans ma chambre au Blue Boar. Je ne me sentais pas bien. La propriétaire m'a apporté du thé et des toasts à 9h30. Elle le confirmera. Et vous n'êtes pas allé au moulin comme prévu? Non. J'ai décidé que cela ne servait à rien. Edmund avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. J'ai pensé que je devrais peut-être simplement retourner à Londres. Sa voix se brisa. J'aurais tellement aimé l'avoir fait. Slack bondit. Mais vous n'êtes pas retourné à Londres, vous êtes resté. Pourquoi? Parce que je suis une idiote, s'écria-t-elle. Parce qu'après 20 ans, j'espérais encore.
Je pensais encore qu'il changerait peut-être d'avis, que nous pourrions au moins discuter, que je comprendrais peut-être pourquoi il avait tout gâché. Elle pressa son mouchoir contre ses yeux. Maintenant, je ne le saurai jamais, et c'est pire que tout. Les aiguilles de mademoiselle Marple avaient cessé de bouger. Elle était assise, immobile, regardant madame Darnley avec une profonde compassion. « Je pense, dit-elle doucement, que vous le savez déjà, ma chère. Un homme qui détourne des fonds n'est pas un homme qui jette tout soudainement. C'est un homme qui a vécu au-dessus de ses moyens, ou qui a soutenu secrètement une dépense importante, ou peut-être simplement terrifié par l'échec. Le vol est venu en premier. La fuite n'était que la conséquence. Alors pourquoi envoyer de l'argent ? Demanda Denis Clément. S'il s'était enfui pour éviter la prison, pourquoi prendre le risque de rester en contact par l'intermédiaire de l'avocat ? Parce que, dit mademoiselle Marple, il était deux choses à la fois. Un voleur et un lâche, oui. Mais aussi, peut-être, un père. Pas un bon père, car un bon père ne serait pas parti. Mais un père qui ne pouvait pas tout à fait abandonner son enfant, même à distance. Elle regarda madame Darnley. L'argent n'était pas pour vous, n'est-ce pas? Il était toujours pour Émilie. Madame Darnley acquiesça silencieusement. Eh bien, dit l'inspecteur Slack d'un ton vif en fermant son carnet. Tout cela est très touchant, mais cela ne change rien aux faits. Edmund Hartley ou Hartwell s'est noyé dans l'étang du moulin. Que ce soit de son propre fait ou de celui d'un autre, nous en saurons plus lorsque nous aurons retrouvé le corps. En attendant, Madame Darnley, je vous demande de rester à St. Mary Mead et de vous tenir à notre disposition pour un complément d'enquête. L'assemblée se dispersa lentement, dans un murmure et des regards en arrière. Mademoiselle Marple fut parmi les dernières à partir. En traversant le couloir du presbytère, elle remarqua les roses dans un vase posé sur la table d'entrée, contribution de Griselda Clément à la décoration intérieure. Elles avaient dépassé leur apogée, leurs pétales tombaient sur le bois poli et l'eau du vase commençait à devenir trouble. Personne ne l'avait changé depuis plusieurs jours. Bientôt, les tiges allaient pourrir et les fleurs restantes tomberaient pendant la nuit, ne laissant que des épines et de la pourriture. « Quel dommage !» murmura-t-elle. « Il faudrait vraiment s'occuper de ces choses avant qu'elles ne deviennent irrécupérables. » Ce soir-là, mademoiselle Marple était assise dans son cottage, son tricot sur les genoux, l'esprit très loin. La petite veste rose pour bébé était presque terminée. Il ne restait plus que la dernière couture. Mais ses aiguilles étaient inactives. Dehors, derrière sa fenêtre, le jardin s'installait dans l'automne. Les roses qu'elle avait, taillées, montraient de nouvelles pousses, de petites tiges vertes émergeant là où elle avait coupé le bois mort. Mais les buissons non taillés au fond du jardin, qu'elle avait laissés comme une sorte d'expérience, étaient en désordre et négligés, leurs dernières fleurs aux bords bruns et pitoyables. Il fallait être impitoyable avec les roses, pensait-elle. La sentimentalité ne servait à rien. Une coupe nette, effectuée avec détermination, permettait à la plante de concentrer son énergie sur une nouvelle croissance. Mais une taille timide ou trop tardive laissait la plante désorientée, gaspillant ses ressources pour des fleurs mourantes qui auraient dû être coupées des semaines plus tôt. Elle pensa à Edmund Hartley ou Hartwell, qui s'était coupé de son ancienne vie sans jamais vraiment s'engager dans la nouvelle, qui avait envoyé de l'argent comme si l'argent pouvait remplacer sa présence, sa paternité, son expiation, qui avait vécu 20 ans sous un faux nom dans un village paisible, dirigeant une chorale, empruntant chaque jour le même chemin, croyant peut-être avoir réussi à se greffer sur une nouvelle existence. Mais le passé l'avait rattrapé, comme toujours. La question était, que s'était-il passé exactement lorsque le passé et le présent s'étaient rencontrés? Le chagrin de madame Darnley semblait sincère.
Sa surprise face à la révélation du détournement de fonds avait été totale, à moins qu'elle ne fût une bien meilleure actrice que mademoiselle Marple ne le pensait. Si madame Darnley avait tué son mari, elle l'avait caché avec un talent remarquable. Plus important encore, elle avait caché tout motif pour le faire. Qu'aurait-elle à gagner de sa mort? Elle l'avait déjà perdu. Son argent, tel qu'il était, lui était déjà versé chaque mois. La vengeance. Peut-être. Mais 20 ans, c'était long pour attendre sa vengeance, et madame Darnley semblait à mademoiselle Marple être une femme plus fatiguée que vengeresse. Alors qui d'autre aurait pu vouloir la mort d'Edmund Hartley? Quelqu'un de son passé à Clapham. C'était possible. Mais si quelqu'un l'avait suivi jusqu'à St. Mary Mead, il était passé inaperçu. Le village était petit. Les étrangers se remarquaient. À part madame Darnley, personne de nouveau n'était apparu. Quelqu'un de sa vie actuelle? Mais qui? Le vicaire? Absurde. Madame Bartlett, sa logeuse? Une veuve aisée, sans lien apparent avec Clapham ou le détournement de fonds. Les membres de la chorale. Mademoiselle Marple les passa mentalement en revue. Des commerçants, des femmes au foyer, un instituteur à la retraite, 2 filles d'agriculteurs. Aucun d'entre eux ne semblait être un candidat probable pour un meurtre. À moins, bien sûr, qu'Edmund Hartley ait emporté ses habitudes criminelles avec lui à St. Mary Mead. Mademoiselle Marple se redressa, l'esprit en alerte. Si Hartley avait détourné des fonds une fois, aurait-il pu le refaire? Il s'occupait des comptes de l'Église, elle le savait grâce aux plaintes occasionnelles de Griselda au sujet de son obsession pour les reçus. Il avait été trésorier du comité d'amélioration du village. Il avait aidé à organiser chaque année la fête paroissiale. De petites sommes, des comptes locaux. Rien à voir avec une banque. Mais il n'aurait pas pris de risque trop visible, n'est-ce pas? Il avait appris à être prudent. Mais peut-être que ses vieilles habitudes avaient repris le dessus. Peut-être que quelqu'un avait découvert. La pensée se cristallisa avec la clarté soudaine d'une cloche d'église un matin d'hiver. Quelqu'un avait découvert le détournement de fonds. Pas l'ancien crime à Clapham, mais le nouveau crime à St. Mary Mead. Quelqu'un l'avait confronté. Et Edmund Hartley, confronté à la révélation et à la honte pour la 2e fois, avait choisi de disparaître à nouveau, pour toujours. Miss Marple se leva et se dirigea vers son bureau. Elle parlerait au vicaire dès le lendemain matin au sujet des comptes de l'Église. Et elle pensait qu'elle devrait également examiner les registres du comité d'amélioration du village. Si Hartley avait recommencé à voler, le schéma se trouverait là, dans les chiffres. Et si elle pouvait trouver le schéma, elle pourrait trouver qui d'autre l'avait trouvé. Meurtre ou suicide? La question semblait soudain moins importante qu'une autre. Si Edmund Hartley avait volé à nouveau, où était passé l'argent? Un homme vivant en pension, empruntant chaque jour le même chemin, dirigeant une modeste chorale. Un tel homme avait peu de dépenses. S'il avait pris de l'argent, c'était pour le dépenser à quelque chose, ou quelqu'un. La veste pour bébé posée sur ses genoux attira son regard. En laine rose, soigneusement tricotée, presque terminée. Elle la prit et examina les mailles. Ici et là, de petites imperfections étaient visibles. Une maille trop serrée, une autre trop lâche. Rien qui aurait importé au bébé qui la porterait, mais visible pour quelqu'un qui savait où regarder. Les motifs racontèrent des histoires, si l'on y prêtait attention. L'histoire de l'humeur du tricoteur, de son habileté, de son attention ou de sa distraction. Quelle histoire racontait la vie d'Edmund Hartley? Si l'on examinait le motif de près, elle allait le découvrir. Mais alors même qu'elle se rassoyait dans son fauteuil et reprenait ses aiguilles pour terminer la dernière couture avec de petits points précis, elle ressentit un léger frémissement d'inquiétude. D'après son expérience, lorsque des hommes comme Edmund Hartley disparaissaient, ils laissaient des dégâts derrière eux. La question n'était pas de savoir s'il y aurait d'autres révélations, mais à quel point
elle serait dévastatrice. Les roses de son jardin, visibles à travers la fenêtre au clair de lune, pendaient sur leurs tiges. Demain, elle les couperait toutes, sans pitié. La plante survivrait mieux à l'hiver ainsi. Mais M. Edmund Hartley n'avait pas survécu à sa taille. Quelqu'un l'avait coupé, proprement ou maladroitement. Et maintenant, il avait disparu. Et Mademoiselle Marple, en regardant ces roses, se demandait s'il était le seul à avoir besoin d'être taillé, ou si d'autres personnes à St. Mary Mead pouvaient également s'avérer être du bois mort, cachant la pourriture sous une façade respectable. Elle le découvrirait. Elle le découvrait toujours. Mais elle avait le sentiment que cette fois-ci, la pourriture pourrait être plus profonde qu'elle ne l'avait initialement soupçonné. Et lorsque la pourriture était suffisamment profonde, la seule solution était parfois de déterrer toute la plante et de recommencer à zéro. St. Mary Mead, pensa-t-elle, pourrait bien être confronté à plus que ce qu'il avait prévu lorsque M. Edmund Hartley ne se présenta pas à la répétition de la chorale ce jeudi soir. Les premières pétales tombées n'étaient qu'un début. Avant que tout cela ne soit terminé, le jardin soigneusement entretenu de quelqu'un serait dévasté, de fond en comble. Elle termina le dernier point, noua le fil et brandit la veste pour bébé terminé. Parfaite, ou aussi parfaite que des mains humaines pouvaient la rendre. La destinataire ne remarquerait jamais les petites irrégularités du motif, les endroits où son attention s'était égarée, où ses mains s'étaient fatiguées. Elle ne verrait que le produit fini, rose et immaculé. Tout comme St. Mary Mead ne voyait que le résultat final de la vie d'Edmund Hartley. Respectable, méthodique, agréable. Un homme qui dirigeait la chorale et suivait le même chemin chaque jour. Mais Mademoiselle Marple avait appris, au fil de nombreuses années d'observation, que les résultats finaux ne racontaient que la moitié de l'histoire. L'autre moitié résidait dans le processus, dans les moments de tension, les endroits où le motif vacillait, les points trop serrés ou trop lâches. Elle allait défaire le motif d'Edmund Hartley fil par fil si nécessaire. Et lorsqu'elle le ferait, elle soupçonnait qu'elle trouverait quelque chose de bien plus complexe et bien plus tragique qu'un simple cas de détournement de fonds et de fuite. L'horloge de l'église sonna 11 heures. Mademoiselle Marple se leva, plia soigneusement son tricot et se prépara à aller se coucher. Le lendemain apporterait de nouvelles informations, de nouveaux motifs à examiner. L'inspecteur Slack poursuivrait son enquête sans détour, à la recherche de corps et de relevés bancaires. Le colonel Melchet poursuivrait ses investigations logiques, et Mademoiselle Marple observerait les gens. Car d'après son expérience, les gens finissaient toujours par dire la vérité. Pas avec leurs mots, car les mots peuvent être facilement manipulés, mais avec leur comportement, leurs petites habitudes inconscientes, leurs réactions lorsqu'on les presse de questions. Edmund Hartley était un homme aux habitudes rigides. Lorsque ces habitudes avaient été interrompues, quelque chose s'était brisé. La question était « Quoi ?» Et la réponse, soupçonnait Mademoiselle Marple, briserait autre chose avant que la vérité n'émerge enfin. Elle tira les rideaux pour se protéger de la nuit et se coucha, mais le sommeil tardait à venir. Dehors, dans l'obscurité, les roses continuaient leur lente décomposition, leurs pétales tombant un à un, laissant les épines et les tiges nues, exposées au froid qui s'annonçait. Le matin apporta la pluie, une bruine constante et décourageante qui transforma les rues du village en boue et donna à tout un aspect gris et déprimant. Miss Marple, sans se laisser décourager, se présenta au presbytère immédiatement après le petit déjeuner et demanda, avec la douce implacabilité qui lui permettait toujours d'obtenir des résultats, à consulter les livres de comptes de l'Église. Le révérend Clément, l'air harassé, les sortit de son bureau. « J'avoue que je ne les ai jamais examinés de près, » admit-il. Edmund était si méticuleux, si fiable. Il était trésorier de l'Église depuis 12 ans.
Je me contentais de signer là où il m'indiquait et je faisais confiance. Tout était en ordre. Il marqua une pause, regardant mademoiselle Marple avec une soudaine inquiétude. « Vous ne pensez pas, Edmund n'aurait sûrement pas de l'église. »« Je pense, dit mademoiselle Marple avec prudence, qu'il serait sage de vérifier que tout est bien en ordre. Simplement par mesure de précaution, vous comprenez, pour le diocèse. » Elle passa la matinée dans le bureau du vicaire, penchée sur des colonnes de chiffres, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Les livres de compte étaient, comme annoncé, méticuleux. Chaque centime était comptabilisé, chaque dépense documentée, chaque don enregistré. L'écriture soignée s'étalait sur les pages en rangées ordonnées, mois après mois, année après année. Trop ordonnées, peut-être. Mademoiselle Marple avait tenu une maison pendant de nombreuses années. Elle avait géré des budgets, rapproché des comptes, traité avec des commerçants et des domestiques et s'était occupée des innombrables petites transactions financières de la vie quotidienne. Et elle savait que les comptes réels n'étaient jamais aussi nets. Il y avait toujours des ratures, des corrections, de petites divergences qui devaient être notées. L'erreur humaine était inévitable, mais les livres d'Edmund Hartley ne présentaient aucune rature. Aucune correction, aucune erreur, ce qui signifiait soit qu'il était d'une perfection inhumaine, soit qu'il avait recopié les livres pour cacher quelque chose. Elle réfléchissait à cela lorsque Griselda Clément fit irruption, trempée par la pluie et à bout de souffle. « Mademoiselle Marple, ils ont trouvé quelque chose au moulin. » Ce quelque chose n'était pas un corps, c'était un manteau, plus précisément le manteau d'Edmund Hartley, retrouvé, coincé dans le canal du moulin à 50 mètres en aval de l'étang, complètement trempé et légèrement déchiré. Et dans la poche intérieure, enveloppée dans une toile cirée pour le protéger de l'eau, se trouvait un paquet de lettres. L'inspecteur Slack les étala sur la table à manger du presbytère, tandis que l'assemblée, qui s'était reconstituée avec une rapidité remarquable, observait la scène avec fascination. Les lettres étaient anciennes, jaunies, datant d'il y a 20 ans. Elles étaient signées « Ta sœur qui t'aime, Amanda ». Tous les regards se tournèrent vers mademoiselle Amanda Hartwell, qui était devenue très pâle. « Je n'ai jamais… » commença-t-elle, puis elle s'interrompit. Ses mains, d'ordinaire si fermes, tremblaient tandis qu'elle saisissait l'une des lettres. Elle la parcourut rapidement, le visage livide. « Ce sont mes lettres. Mais je ne les ai pas écrites à Edmund Hartley. Je les ai écrites à mon frère Edmund. » Mon frère Edmund Hartwell. Elle leva les yeux, le regard écarquillé. Edmund Hartley était mon frère. Le silence était absolu. Même la pluie semblait avoir cessé de tambouriner. L'inspecteur Slack fut le premier à reprendre ses esprits. « Vous aviez un frère nommé Edmund Hartwell. »« Oui. » La voix de mademoiselle Amanda était à peine audible. « Il a disparu de Clapham, il y a 23 ans. J'avais 17 ans. On nous a dit qu'il était mort, qu'il s'était noyé dans un accident. Mes parents n'en ont plus jamais parlé. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais vous lui avez écrit, dit doucement mademoiselle Marple, après sa mort supposée. Je lui ai écrit pendant 1 an après cela. Je ne croyais pas qu'il était mort. Je pensais qu'il s'était enfui, qu'il finirait par me contacter. J'ai envoyé des lettres à l'avocat qui s'occupait des affaires de mon père, dans l'espoir qu'elles parviennent d'une manière ou d'une autre à Edmund. Je n'ai jamais reçu de réponse. Elle toucha l'une des lettres d'un doigt tremblant. Je n'ai jamais su s'il les avait reçues. Je pensais qu'elles avaient été détruites, ou renvoyées, ou… Sa voix se brisa. Il les a gardées. Toutes ces années, il les a gardées. Donc Edmund Hartley était votre frère, dit lentement le colonel Melchett. Et vous ne saviez pas qu'il vivait à St. Mary Mead. Comment aurais-je pu le savoir? Il se faisait appeler Hartley, pas Hartwell.
J'ai déménagé ici il y a 15 ans pour m'occuper de la maison de mon autre frère, le colonel Hartwell. Edmund était déjà installé ici, mais je ne l'ai jamais regardé de près. Il n'était que le chef de chœur, un étranger. Son visage se décomposa. Mon propre frère, et je ne l'ai pas reconnu. Pour être honnête, dit calmement le docteur Haydock, vous ne l'aviez pas vu depuis 23 ans. Les gens changent. Mais j'aurais dû le savoir. Quelque chose aurait dû. Mademoiselle Amanda pressa son mouchoir contre ses yeux. L'esprit de mademoiselle Marple tournait à toute vitesse. Un frère et une sœur, vivant dans le même village depuis 15 ans, sans se reconnaître. Edmund Hartley avait sûrement vu sa sœur. L'avait-il reconnue? L'avait-il délibérément évitée? Ou n'avait-il pas non plus reconnu la jeune fille qu'il avait laissée derrière lui dans la femme âgée qu'elle était devenue? Votre frère a-t-il volé de l'argent, mademoiselle Hartwell? Demanda-t-elle doucement. Est-ce pour cela qu'il s'est enfui? Mademoiselle Amanda acquiesça tristement. À son employeur. 10 000 livres, disait-il, mais je n'ai jamais connu les détails. Mes parents étaient dévastés. Ils ont dit à tout le monde qu'il était mort plutôt que d'admettre la vérité. Ils nous ont fait déménager de Clapham, ont légèrement changé notre nom, en ajoutant un L à Hartwell, et m'ont interdit de parler à nouveau d'Edmund. Quand je suis venu ici, je suis venu en tant qu'Amanda Hartwell, pour prendre un nouveau départ. Je n'aurais jamais imaginé. Elle s'interrompit, incapable de continuer. L'inspecteur Slack feuilletait les lettres avec une expression de concentration intense. « Ce sont des lettres d'amour, » annonça-t-il. « Ce n'est pas vraiment approprié pour une sœur d'écrire à son frère. Ce ne sont pas des lettres d'amour. » La voix de mademoiselle Amanda était aiguë. Ce sont les lettres d'une jeune fille effrayée à un frère qu'elle adorait. J'avais 17 ans, inspecteur. Mes parents étaient en bas froids, distants. Edmund était la seule personne qui ait jamais été gentille avec moi. Quand il a disparu, j'étais dévasté. Les lettres sont émouvantes, oui, mais elles ne sont pas inconvenantes. Néanmoins, dit Slack, elles établissent un lien. Edmund Hartwell, ou Hartley, a conservé ces lettres pendant 23 ans. Il les gardait sur lui, à l'abri de l'eau. Cela suggère qu'elles avaient une importance pour lui. Peut-être avait-il l'intention de vous contacter, mademoiselle Hartwell. Peut-être voulait-il se dévoiler. Ou, dit Denis Clément depuis son coin, peut-être avait-il peur qu'elle le découvre et gardait-il les lettres comme une sorte de moyen de pression. Un moyen de pression, s'écria mademoiselle Amanda en se tournant vers lui. Quel moyen de pression mes propres lettres pourraient-elles bien constituer? Elles ne prouvent rien, si ce n'est que j'aimais mon frère. Elles prouvent, dit Denis froidement, que vous aviez des raisons de le détester. Il vous a abandonné. Il vous a laissé avec des parents froids et distants, comme vous les avez décrits. Il s'est enfui et vous a laissé croire qu'il était mort. Puis, des années plus tard, vous découvrez qu'il a toujours vécu sous votre nez, dans le même village, et qu'il ne vous a jamais reconnu. C'est un mobile, vous ne trouvez pas? Un mobile pourquoi? La voix de mademoiselle Amanda était glaciale. Pour le pousser dans l'étang du moulin. L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Mademoiselle Amanda resta figée, le visage blême. Puis, après mûre réflexion, elle posa la lettre qu'elle tenait et se redressa de toute sa hauteur. « Je n'ai pas tué mon frère, » dit-elle calmement. « Je ne savais pas qu'il était mon frère. J'aurais tant aimé le savoir. Peut-être aurais-je pu... » Sa voix se brisa à nouveau, mais elle la contrôla avec un effort visible. « Peut-être aurais-je pu l'aider, ou au moins lui parler une dernière fois avant qu'il ne meure. »« S'il est mort, » dit l'inspecteur Slack, « nous n'avons toujours pas trouvé de corps. » Le manteau était dans l'eau, fit remarquer le colonel Melchett. La clôture cassée, le chapeau, maintenant le manteau. Tout indique une noyade. Ou, dit mademoiselle Marple, qui était restée silencieuse pendant toute cette conversation,
à quelqu'un qui veut nous faire croire à une noyade. Elle regarda les lettres étalées sur la table. « Inspecteur, ces lettres ont été protégées de l'eau. Elles étaient enveloppées dans une toile cirée. Cela suggère que M. Hartley s'attendait à ce qu'elles soient mouillées. Cela suggère une préméditation. » Slack fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il a mis en scène sa noyade? Qu'il est vivant? » « Je pense, » dit mademoiselle Marple avec prudence, « que nous devrions envisager toutes les possibilités. Un homme qui change de nom et vit caché pendant 20 ans est un homme habitué à la tromperie. Créer l'apparence d'une mort alors qu'il s'échappe, en réalité, une fois de plus, serait conforme à son comportement habituel. »« Mais pourquoi maintenant ?» objecta madame Bantry. « Il était en sécurité depuis 20 ans. Pourquoi disparaître soudainement ?»« Parce que, dit mademoiselle Marple, madame Darnley l'avait retrouvé. La vie qu'il s'était soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Il l'avait déjà fait une fois, disparaître plutôt que d'affronter les conséquences. Peut-être l'avait-il simplement refait. C'était une théorie logique. Elle correspondait aux faits. Elle expliquait l'absence de corps, les preuves soigneusement placées pour suggérer une noyade, les lettres protégées qui suggéraient une planification plutôt qu'une panique. Et pourtant, mademoiselle Marple se sentait troublée par cette théorie, même si elle l'avait proposée. Il y avait quelque chose qui clochait, un élément qui ne collait pas. Les lettres, par exemple. Si Edmund Hartley avait prévu de disparaître à nouveau, pourquoi garder les lettres sur lui? Pourquoi ne pas les détruire ou les laisser derrière lui pour détourner l'attention? À moins qu'il n'ait voulu qu'on les trouve, à moins qu'elles n'aient été destinées à attirer l'attention sur sa sœur. Mais cela suggérait une cruauté qui ne correspondait pas à l'homme qui avait envoyé de l'argent à sa fille pendant 20 ans. Un homme pouvait être un voleur et un lâche, mais pouvait-il aussi être assez cruel pour impliquer délibérément sa sœur dans son meurtre? « Nous devons fouiller son logement plus minutieusement, » déclara l'inspecteur Slack. S'il prévoyait une nouvelle disparition, il pourrait y avoir des preuves, de l'argent caché, des documents de voyage, ce genre de choses. « J'ai déjà fouillé, » dit madame Bartlett, qui avait été convoquée et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte en tordant son tablier. Après sa disparition, j'ai tout fouillé. Il n'y avait rien d'inhabituel, juste ses vêtements, quelques livres, ses partitions de chorale. Oh, et son livret bancaire, qui indiquait qu'il avait exactement 23 livres à son nom. À peine assez pour financer une nouvelle vie ailleurs. « Alors, où est passé l'argent détourné ?» demanda Denis Clement. « Il a pris 10 000 livres il y a 20 ans. Même en tenant compte de ce qu'il a envoyé à sa femme, il devrait rester quelque chose. »« Peut-être l'a-t-il perdu, » suggéra le docteur Haydock. « Au jeu, dans de mauvais investissements. »« Edmund ne jouait pas, » dit calmement mademoiselle Amanda. « Il était beaucoup de choses, mais imprudent n'était pas l'une d'entre elles. S'il a pris cet argent, c'est qu'il avait un but. » Les aiguilles de mademoiselle Marple avaient repris leur cliquetis régulier. Elle avait sorti la veste rose pour bébé afin d'en terminer les derniers détails pendant qu'elle réfléchissait. Le rythme l'aidait à réfléchir, ce mouvement familier libérant son esprit pour qu'il puisse envisager toutes les possibilités. De l'argent pris il y a 20 ans. De l'argent envoyé régulièrement pour subvenir aux besoins d'une fille. Un homme vivant modestement dans un village, dirigeant une chorale, tenant des livres de contes parfaits, trop parfaits. « Les contes de l'Église, » dit-elle soudainement. « Révérend, puis-je les revoir ?» Pendant que le révérend Clément allait chercher les livres, mademoiselle Marple resta assise, immobile, son esprit passant en revue les possibilités aussi régulièrement que ses aiguilles traversaient la laine. Lorsque les livres furent posés devant elle, elle les ouvrit non pas aux entrées récentes, mais aux plus anciennes, celles datant de 12 ans, lorsque Edmund Hartley était devenu trésorier de l'Église. Là, l'écriture était légèrement différente dans ces premiers mois. Pas beaucoup, juste assez pour suggérer que la personne qui écrivait
était moins expérimentée, moins sûre d'elle, ou peut-être plus âgée, avec des mains moins fermes. « Ces livres ont été recopiés », annonça-t-elle. « Récemment, au cours de l'année dernière, je dirais. Quelqu'un a transcrit toutes les entrées des livres originaux dans ces nouveaux livres. » « Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ?» demanda Madame Price Ridley. « Pour cacher des modifications, » répondit Mademoiselle Marple. « Si quelqu'un a détourné de l'argent des comptes, le moyen le plus simple de le dissimuler est de détruire les preuves originales et de créer de nouveaux registres qui montrent ce que l'on souhaite qu'ils montrent. » L'inspecteur Slack s'empara des livres et se mit à les examiner avec une intensité soudaine. « Vous dites que Hartley détournait des fonds de l'Église. »« Je dis, » corrigea gentiment Mademoiselle Marple, « que quelqu'un l'a peut-être fait. Et si M. Hartley l'avait découvert, cela lui aurait donné une raison de disparaître qui n'a rien à voir avec le fait que Mme Darnley l'ait trouvé. »« Du chantage, » murmura Griselda. « Vous pensez qu'il faisait chanter celui qui volait l'Église ?»« Ou, » dit Mademoiselle Marple, « il l'a confronté et ils l'ont tué pour le faire taire. » L'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce qui était un suicide tragique ou une disparition mise en scène était soudain devenu quelque chose de bien plus sombre. Les villageois se regardaient avec une nouvelle suspicion. Qui avait accès aux comptes de l'Église? Qui aurait pu voler? Les Marguilliers y avaient accès, dit lentement le vicaire. Il s'agit du colonel Prothero et de M. Lawrence Redding, et moi-même, bien sûr, même si je ne... Il s'interrompit, troublé. Et l'ancienne trésorière, ajouta le docteur Haydock. Avant que Hartley ne prenne la relève, c'était la vieille mademoiselle Weatherby. Mais elle est morte depuis 5 ans. Monsieur Hartley a-t-il succédé directement à mademoiselle Weatherby? Demanda mademoiselle Marple. Le vicaire fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Non, il y a eu une brève période, 6 mois peut-être, pendant laquelle les comptes ont été gérés par les Marguilliers pendant que nous cherchions un remplaçant. Le colonel Prothero et... Il s'interrompit brusquement, le visage pâle. Et l'encouragea l'inspecteur Slack. Et mademoiselle Amanda Hartwell, termina le vicaire à contre-cœur. Elle s'est portée volontaire pour aider à la comptabilité jusqu'à ce que nous trouvions un trésorier permanent. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers mademoiselle Amanda, qui était devenue livide. « J'ai tenu les comptes pendant 6 mois, » dit-elle d'une voix tendue. Puis Edmund, M. Hartley, s'est porté volontaire, et j'ai été heureuse de lui céder cette tâche. Je la trouvais fastidieuse. « Ou bien, » dit Denis Clement, « vous vous serviez dans les fonds, et quand Hartley a pris la relève, il l'a découvert. Il vous a fait chanter pendant 12 ans, et quand il a menacé de vous dénoncer, ou quand vous avez réalisé que sa propre dénonciation était imminente, et qu'il pourrait tout révéler pour se sauver, vous l'avez tué. C'est absurde. » La voix de mademoiselle Amanda tremblait. « Je n'ai jamais pris un centime à l'église, et je ne savais pas qu'Edmund Hartley était mon frère jusqu'à il y a 10 minutes. » Mais le doute avait été semé. Mademoiselle Marple pouvait le voir sur les visages autour de la pièce. Les regards en coin. Les expressions soudainement incertaines. Mademoiselle Amanda Hartwell, si respectable, si bien informée sur les affaires de tout le monde, si apparemment irréprochable. Aurait-elle pu voler l'église pendant tout ce temps? Aurait-elle pu assassiner son propre frère pour protéger son secret? Mademoiselle Marple devait admettre que c'était une théorie convaincante. Elle expliquait la mise en scène minutieuse de la noyade. Elle expliquait les lettres protégées. Mademoiselle Amanda devait être au courant. Elle avait peut-être même suggéré à Edmund de les garder comme assurance, sans se rendre compte qu'il les aurait sur lui lorsqu'il mourrait. Elle expliquait la disparition du corps. Mademoiselle Amanda, avec l'aide de son frère militaire, avait pu cacher le cadavre dans un endroit plus sûr que l'étang du moulin, puis placer des preuves suggérant une noyade. Et pourtant,
Mademoiselle Marple se surprit à observer le visage de mademoiselle Amanda, à y voir un choc et un chagrin sincères, et elle repensa aux roses, à la façon dont une plante révélait sa nature par sa croissance, par la disposition de ses épines, par le fait qu'elle fleurissait librement ou qu'elle gardait ses fleurs pour elle. Mademoiselle Amanda Hartwell n'était pas une femme qui gardait les choses pour elle. Elle avait certes la langue bien pendue. Elle avait sans aucun doute des opinions bien arrêtées. Mais elle était également généreuse de son temps, de ses connaissances, de son aide. Elle siégeait à tous les comités, participait à toutes les œuvres caritatives, connaissait les affaires de tout le monde, parce qu'elle s'était donnée pour mission d'aider. Une telle femme volerait-elle dans une église ? Plus important encore, une telle femme tuerait-elle son propre frère ? Surtout un frère qu'elle croyait mort depuis 23 ans, un frère qu'elle avait pleuré et qui lui manquait. « Inspecteur Slack ?» dit calmement mademoiselle Marple. « Je me demande si nous pourrions examiner les registres comptables originaux de l'Église. Ceux qui existaient avant que ceux-ci ne soient recopiés. » Slack eut l'air surpris. « Où pourrait-il se trouver ? » « Dans les archives de l'Église, j'imagine. Les anciens registres comptables sont généralement conservés à des fins d'audit, même après la création de nouveaux registres. » Le vicaire s'illumina. « Bien sûr, il se trouve dans la réserve de la sacristie, avec tous les anciens registres. Je vais les chercher tout de suite. » Il se précipita dehors, et un silence gênant s'installa dans la pièce. Mademoiselle Amanda resta immobile, les mains jointes sur les genoux, le visage figé dans un masque de contrôle rigide. Madame Darnley, qui avait été largement ignorée pendant les récentes révélations, la regardait avec une expression qui ressemblait à de la sympathie. « Je sais ce que c'est, » dit-elle soudainement, « d'être accusée d'une chose que vous n'avez pas faite, que tout le monde vous regarde comme si vous étiez coupable. C'est pire que d'être réellement coupable, d'une certaine manière. Au moins, si vous étiez coupable, vous le mériteriez. » Mademoiselle Amanda la regarda et pendant un instant, quelque chose passa entre les deux femmes. Une compréhension née d'une persécution commune. Puis mademoiselle Amanda détourna le regard. « Je ne l'ai pas tué, » répéta-t-elle, mais sa voix était moins convaincante qu'auparavant, comme si elle ne s'attendait plus à être crue. Le vicaire revint avec une pile de registres poussiéreux. « C'est tout ce que j'ai pu trouver. Il remonte à 15 ans. » Mademoiselle Marple prit le plus ancien et l'ouvrit à la période où mademoiselle Amanda tenait les comptes. Les entrées étaient soignées, précises, tout à fait banales. Les recettes provenant du plateau de quête, des dons, de la fête annuelle. Les dépenses pour les bougies, les livres de cantiques, les réparations du toit. Tout était parfaitement équilibré. Trop parfaitement, peut-être. Mademoiselle Marple sortit ses lunettes de lecture et examina les écritures de plus près. Et là, si petite qu'elle aurait pu la manquer, se trouvait une anomalie. Au 3e mois du mandat de mademoiselle Amanda, un don de 50 livres avait été enregistré, mais la notation était légèrement différente des autres. L'encre était d'une teinte légèrement différente. L'écriture, bien que similaire, n'était pas tout à fait identique. « Cette écriture, » dit-elle en la montrant du doigt, « elle a été modifiée. » L'inspecteur Slack se pencha, plissant les yeux. « Je ne vois pas. » L'entrée originale était de 5 livres. Quelqu'un, à une date ultérieure, a ajouté un 0, ce qui fait 50. La nuance de l'encre est légèrement différente parce qu'elle provient d'un autre stylo ou du même stylo rechargé avec de l'encre provenant d'un autre flacon. Le vicaire examina l'entrée, puis acquiesça lentement. « Vous avez raison. Je le vois maintenant que vous me le faites remarquer. Mais qui aurait modifié cette entrée? Et pourquoi? » « Pour équilibrer les comptes, » répondit mademoiselle Marple. Si quelqu'un détournait régulièrement de petites sommes d'argent, il aurait besoin de gonfler les entrées de revenus pour compenser. Ajouter un 0 ici, modifier un chiffre là.
Au fil du temps, cela représenterait une somme assez importante. « Mais c'est mademoiselle Amanda qui tenait ces livres », objecta madame Price Ridley. « Si les modifications ont été apportées plus tard, c'est elle qui les a faites. »« En fait, » dit mademoiselle Marple, « si les modifications ont été apportées plus tard, elles ont été faites par quelqu'un qui avait accès aux archives. Quelqu'un qui savait où étaient conservés les anciens livres. Quelqu'un qui avait une raison d'ajuster les chiffres rétroactivement. » Elle fit une pause. Quelqu'un qui a succédé à mademoiselle Amanda au poste de trésorier et qui s'est rendu compte que son propre détournement de fonds serait remarqué à moins qu'il ne modifie également les anciens registres afin de créer un schéma de divergence similaire. L'inspecteur Slack comprit soudain. « Vous dites qu'Edmund Hartley a modifié lui-même ses registres pour faire croire que le vol avait commencé avant qu'il ne prenne ses fonctions, afin de détourner les soupçons vers mademoiselle Amanda si quelqu'un s'en apercevait. Cela correspondrait à son mode opératoire, acquiesça mademoiselle Marple. Un homme qui a détourné 10 000 livres d'une banque a peu de chances de s'être complètement amendé. Les comptes de l'Église semblaient non sûrs. De petits montants, une surveillance laxiste, un vicaire confiant. Il pouvait prendre un peu chaque mois et personne ne s'en apercevrait. Mais lorsque madame Darnley l'a découvert, lorsque la vérité risquait d'être révélée, il avait besoin d'une assurance. S'il était accusé de vol, il pouvait pointer du doigt ses livres modifiés et suggérer que le vol était antérieur à son mandat. Il aurait pu accuser son prédécesseur, sa propre sœur, même s'il ne savait pas quelle était sa sœur. « Le salaud !» dit succinctement le colonel Bantry. Mademoiselle Amanda avait commencé à pleurer silencieusement, les larmes coulant sur son visage. Il m'aurait laissé endosser la responsabilité, mon propre frère. S'il avait su qui j'étais, mais il ne le savait pas, dit doucement mademoiselle Marple. Ce qui soulève une question intéressante. Quand l'a-t-il découvert? Les lettres, dit soudainement madame Darnley. Il gardait ces lettres dans une toile cirée, à l'abri. Il a dû les regarder récemment, les lire. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a compris, qu'il a fait le lien. Et une fois qu'il s'en est rendu compte, poursuivit mademoiselle Marple, il a compris ce qu'il avait fait. Il avait piégé sa propre sœur pour qu'elle endosse la responsabilité de ses crimes. Une sœur qu'il aimait, qu'il avait pleuré, qui lui avait écrit des lettres pendant 1 an après sa disparition, dans l'espoir qu'il soit encore en vie. La culpabilité, dit le docteur Haydock. Cela expliquerait mieux que toute autre chose son suicide. L'homme a réalisé qu'il avait trahi la seule personne qui tenait vraiment à lui. C'était, réfléchit mademoiselle Marple, une solution élégante. Edmund Hartley, reconnaissant sa sœur, submergé par la culpabilité de l'avoir impliquée dans ses crimes, se jette dans l'étang du moulin. Cela expliquait tout. La clôture brisée, les vêtements abandonnés, les lettres soigneusement protégées qui permettraient d'identifier mademoiselle Amanda et inciteraient peut-être quelqu'un à enquêter sur son innocence. C'était élégant. C'était logique. Cela satisfaisait tout le monde, et mademoiselle Marple n'en croyait pas un mot. Car si cela expliquait ce qu'Edmund Hartley avait pu ressentir, cela n'expliquait pas où son corps avait disparu. L'affirmation du fermier Giles concernant le fond profond de l'étang et les anciens mécanismes du moulin était très bien, mais les corps finissaient généralement par remonter à la surface, surtout dans une eau qui n'était ni particulièrement froide, ni particulièrement profonde. 3 jours s'étaient écoulés, et rien. De plus, cela n'expliquait pas les détails pratiques. Si Hartley avait été submergé par la culpabilité, aurait-il vraiment pris autant de précautions pour mettre en scène sa noyade? La clôture cassée, les vêtements éparpillés, tous ces détails théâtraux suggéraient une mise en scène, pas le désespoir. Un suicide motivé par la culpabilité aurait été plus simple, plus direct. Quelqu'un avait tué Edmund Hartley. Elle en était désormais certaine.
et on l'avait tué, non pas à cause de ses crimes passés, mais à cause de ce qu'il avait découvert sur leurs crimes actuels. La question était, qui avait accès à la fois au compte de l'église et à l'étang du moulin le matin où Hartley avait disparu? Elle regarda autour d'elle les personnes présentes dans la pièce et son regard s'attarda tour à tour sur chaque visage. Madame Darnley, serrant son mouchoir. Mademoiselle Amanda, qui pleurait discrètement. L'inspecteur Slack, qui prenait des notes avec un air satisfait. Le colonel Melchett, l'air grave. Le vicaire, troublé et confus. Griselda, les yeux écarquillés. Denis Clément, qui observait tout le monde d'un œil calculateur. Le docteur Haydock, pensif. Madame Price Ridley et la jeune mademoiselle Hartwell, toutes deux avides de ragots. Le colonel et madame Bantry, solides et respectables. L'un d'entre eux mentait. L'un d'entre eux avait tué Edmund Hartley, ou savait qu'il l'avait fait. Mais lequel? Les aiguilles de mademoiselle Marple se remirent à cliqueter, travaillant sur les derniers détails de la veste pour bébé. Après tout, il fallait finir ce qu'on avait commencé, même si le modèle s'avérait plus compliqué qu'il n'y paraissait au premier abord. Surtout dans ce cas-là. Ce soir-là, alors que la pluie avait enfin cessé et qu'un coucher de soleil aquatique peignait le ciel de nuances roses et dorées, mademoiselle Marple s'assit dans son jardin et contempla les roses. Les buissons qu'elle avait taillés sans pitié montrèrent de nouvelles pousses, de petites tiges vertes émergeant là où elle avait coupé le bois mort. Ils semblaient nus, presque blessés, mais ils fleuriraient plus vigoureusement la saison suivante grâce à son intervention. Les buissons qu'elle n'avait pas taillés commençaient à montrer les effets de sa négligence. Les tiges étaient emmêlées, se croisant sans productivité. Les dernières fleurs, s'accrochant à la vie, étaient difformes et pâles. En les laissant tranquilles, elle les avait condamnées à la faiblesse. Parfois, réfléchit mademoiselle Marple, il fallait être cruel pour être gentil. Une coupe nette, faite avec détermination, faisait moins mal à long terme que de laisser la pourriture se propager sans contrôle. Edmund Hartley avait fait une coupe, plusieurs même. Il s'était coupé de sa famille, de sa femme, de sa fille. À chaque fois, il repartait à zéro, du moins le croyait-il. Mais il n'avait jamais fait de coupe nette. Il continuait à envoyer de l'argent, à conserver des lettres, à rester à moitié connecté à la vie qu'il avait abandonnée. Et finalement, quelqu'un avait fait la coupe finale à sa place. Elle pensa aux personnes impliquées dans l'affaire, à leurs liens et à leurs motivations. Madame Darnley, la femme abandonnée, qui avait retrouvé son mari pour le perdre à nouveau, cette fois de façon définitive. Mademoiselle Amanda, la sœur qui avait aimé et pleuré un frère, dont elle ignorait qu'il vivait près d'elle depuis 15 ans. Le vicaire, confiant et naïf, dont les comptes de l'Église avaient été manipulés sous son nez. L'inspecteur Slack, si sûr de ses solutions évidentes. Et les autres? Ceux qui restaient en retrait. Denis Clément, le neveu du vicaire, qui se remettait d'une déception non précisée à Londres. Madame Bartlett, la propriétaire, qui connaissait mieux que quiconque les habitudes de Hartley. Les membres de la chorale, les marguilliers, les villageois qui avaient accepté Edmund Hartley sans poser de questions pendant 20 ans. L'un d'entre eux était un meurtrier. Quelqu'un voulait tellement la mort d'Edmund Hartley qu'il était prêt à le tuer et à mettre en scène une noyade élaborée. Quelqu'un avait accès à ses déplacements, à ses habitudes, à ses vulnérabilités. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers ses rosiers. Elle choisit l'un de ceux qui n'avaient pas été taillés. Un spécimen particulièrement débraillé qu'elle observait avec intérêt. La plante était vieille, peut-être 20 ans ou plus, et n'avait manifestement pas été entretenue correctement pendant la majeure partie de cette période. Les anciens propriétaires du cottage l'avaient laissé pousser à l'état sauvage, et lorsque mademoiselle Marple avait emménagé 15 ans auparavant, elle avait envisagé de la supprimer complètement. Mais quelque chose l'en avait empêché.
La plante, malgré son état d'abandon, produisait encore des fleurs. Pas beaucoup et pas de la meilleure qualité, mais elle persistait. Année après année, elle produisait de nouvelles pousses, fleurissait courageusement, essayait de remplir sa fonction. Un peu comme Edmund Hartley, pensa-t-elle. Un homme qui avait fait de terribles choix, mais qui avait continué à essayer, à sa manière limitée, de faire ce qu'il fallait pour sa fille. Qui avait conservé les lettres de sa sœur pendant 23 ans, suggérant qu'une partie de lui se souvenait de l'amour et regrettait la perte. Elle examina le rosier de plus près et remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. À la base de la plante, presque cachée par l'enchevêtrement des vieilles pousses, se trouvait une nouvelle pousse. Mais elle ne provenait pas du pied principal. Elle provenait de la racine d'une plante complètement différente, quelque chose qui avait été greffé sur le rosier il y a des années et qui était resté en dormance jusqu'à présent. Un drageon, en termes de jardinage. Une pousse provenant du porte-greffe plutôt que de la rose greffée. Si on ne s'en occupait pas, elle puiserait l'énergie de la plante souhaitable et finirait par prendre le dessus, produisant des fleurs très différentes de ce à quoi on s'attendait. Mademoiselle Marple fixa le drageon pendant un long moment, l'esprit soudainement en ébullition. La greffe, une plante attachée aux racines d'une autre, semblant être une chose alors qu'elle en était en réalité une autre. Edmund Hartley s'était greffé à la vie de St. Mary Mead, apparaissant comme un chef de chœur respectable alors qu'il était enraciné dans le vol et la tromperie. Mais si quelqu'un d'autre dans le village était greffé de la même manière, si quelqu'un d'autre s'était attaché à la respectabilité alors que ses racines étaient enfouies dans quelque chose de bien plus sombre, elle pensa au compte de l'Église, à l'argent qui avait disparu par petites sommes pendant 12 ans. Elle pensa à la vie modeste d'Edmund Hartley, à ses 23 livres d'économie, à l'argent qu'il avait envoyé à sa fille, argent qui avait dû représenter la majeure partie de son modeste salaire de chef de chœur. S'il avait détourné des fonds de l'Église pendant 12 ans, où était passé cet argent? Pas dans des économies, pas dans des luxes. Sa vie ne montrait aucun signe d'excès. Alors où? La réponse lui vint avec la clarté soudaine d'une cloche qui sonne. Le chantage. Edmund Hartley n'était pas le maître chanteur. Il était la victime. Quelqu'un avait découvert son identité, ses crimes passés. Et cette personne lui avait extorqué de l'argent pendant 12 ans, sachant qu'il ne pouvait pas refuser, qu'il ne pouvait pas la dénoncer, qu'il ne pouvait rien faire d'autre que payer, payer et payer encore. De petites sommes provenant des comptes de l'Église, transmises à quelqu'un qui avait un moyen de pression sur lui. Assez pour le laisser presque sans le sou, assez pour faire de sa vie une lutte constante, mais pas assez pour le rendre suffisamment désespéré pour s'enfuir à nouveau. Jusqu'à l'arrivée de Madame Darnley, jusqu'à ce que la façade qu'il avait soigneusement entretenue commence à se fissurer, jusqu'à ce qu'il se rende compte que son maître chanteur pourrait décider qu'un Hartley mort était plus sûr qu'un Hartley vivant. Les avait-il confrontés? Les avait-il menacés de les dénoncer s'ils ne le laissaient pas partir? Ou avait-il simplement décidé de disparaître à nouveau et l'avait-il tué avant qu'il ne puisse le faire? Mademoiselle Marple se redressa, le cœur battant plus fort. Si cette théorie était correcte, et elle semblait juste d'une manière que les théories précédentes n'avaient pas été, alors le meurtre n'était pas lié au crime passé d'Edmund Hartley. Il était lié à son utilité actuelle. Une victime de chantage qui avait survécu à son utilité, qui était devenue un handicap plutôt qu'un atout. La question était, qui, à St. Mary Mead, avait à la fois les moyens de découvrir la véritable identité de Hartley et la cruauté nécessaire pour l'exploiter? Elle avait besoin de plus d'informations. Elle devait comprendre qui se trouvait à St. Mary Mead il y a 12 ans, lorsque le chantage de Hartley avait commencé. Elle devait savoir qui avait accès aux archives, aux vieux journaux, au genre d'informations qui révéleraient le passé criminel d'un homme.
et elle devait tendre un piège. Miss Marple sourit, un petit sourire agréable qui aurait alarmé quiconque la connaissait bien. Elle avait une idée. Cela demanderait un peu de préparation, une mise en scène minutieuse. Mais si elle avait raison, le piège se refermerait parfaitement et le maître chanteur devenu meurtrier se dévoilerait. Tout ce dont elle avait besoin, c'était du bon appât. Elle rentra chez elle et rédigea une note, puis se rendit au presbytère dans la pénombre grandissante. Griselda lui ouvrit la porte, son joli visage animé par la curiosité. « Mademoiselle Marple, avez-vous découvert quelque chose ?»« Peut-être, » répondit Mademoiselle Marple. « Ou peut-être suis-je sur le point de le faire. Je me demandais, ma chère, si vous pourriez me rendre un très grand service. J'ai besoin d'envoyer un message à plusieurs personnes pour leur demander de me retrouver ici, au presbytère, demain après-midi à 4 heures. Je vous donnerai la liste. Il est très important que tout le monde soit présent. » Griselda écarquilla les yeux. « Vous allez révéler l'identité du meurtrier, comme dans un roman policier. »« Je vais révéler la vérité, » corrigea gentiment mademoiselle Marple. « Ce qui peut être la même chose ou non. Mais oui, je pense que demain après-midi devrait être très instructif. » Elle remit la liste des noms, accepta la promesse de Griselda d'envoyer les invitations immédiatement, puis retourna à son cottage. La veste rose pour bébé était maintenant terminée. Chaque point était à sa place. Chaque couture était solide. Elle l'enveloppa dans du papier de soie et la mit de côté pour l'envoyer par la poste. Demain, elle s'occuperait de questions plus urgentes. Demain, elle taillerait le dernier morceau de bois mort du jardin soigneusement entretenu de St. Mary Mead. Et comme toute taille nécessaire, cela ferait mal, mais les plantes restantes seraient en meilleure santé après la coupe. Elle se coucha tôt, mais une fois de plus, le sommeil lui échappa. Dehors, les roses bruissaient dans la brise nocturne, et elle crut entendre le doux cliquetis des pétales tombant, un à un, sur la terre sombre en contrebas. Au matin, les buissons seraient encore plus dénudés. Mais telle était la nature des roses en automne. Elles perdaient leurs fleurs mourantes pour se préparer au sommeil hivernal, et quand le printemps arrivait, elles refleurissaient, fraîches, propres et nouvelles. Elle espérait seulement que St. Mary Mead se montrerait tout aussi résistante. L'après-midi suivant, à 4 heures précises, le salon du presbytère était rempli de visages curieux et inquiets. Toutes les personnes que mademoiselle Marple avait invitées étaient présentes, certaines avec enthousiasme, d'autres à contre-cœur, mais toutes animées par le désir irrésistible de connaître la vérité. Madame Darnley était assise près de la fenêtre, ses vêtements de deuil contrastant avec le chintz aux couleurs vives. Mademoiselle Amanda Hartwell occupait le canapé à côté du colonel Melchett, le visage soigneusement impassible. L'inspecteur Slack se tenait près de la porte, un carnet à la main, l'air sceptique. Le docteur Haydock et le vicaire flanquaient la cheminée. Griselda était perchée sur la coudoir du fauteuil de son mari, contenant à peine son excitation. Denis Clément était affalé dans un coin, feignant l'ennui. Madame Bartlett, la propriétaire, était assise, raide de nervosité. Le colonel et Madame Bantry s'étaient placés de manière à avoir une vue dégagée sur la scène. Madame Price Ridley et la jeune mademoiselle Hartwell chuchotaient ensemble, jusqu'à ce que l'inspecteur Slack les fasse taire d'un regard noir. Mademoiselle Marple était assise sur une chaise à dossier droit au centre de la pièce, les mains posées sur son sac à tricot, et attendit que tout le monde se soit installé. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle d'une voix douce. « Je sais que ces derniers jours ont été difficiles pour tout le monde. La disparition de M. Hartley nous a tous choqués, et les révélations sur son passé ont été bouleversantes. Mais je pense qu'il est temps de dissiper la confusion et d'établir ce qui s'est réellement passé. Vous savez qui l'a tué ? Le ton de l'inspecteur Slack suggérait qu'il en doutait. « Je sais qui l'a tué », confirma mademoiselle Marple, « mais plus important encore, je sais pourquoi.
Et une fois que vous aurez compris pourquoi, le coupable deviendra tout à fait évident. Elle ouvrit son sac à tricot et en sortit non pas de la laine, mais une liasse de papier, des photocopies d'anciens articles de journaux, obtenus à grand-peine après une longue correspondance avec la Bibliothèque de Londres. Edmund Hartwell a disparu de Clapham il y a 23 ans, accusé d'avoir détourné 10 000 livres de son employeur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé 6 mois plus tard. La banque a découvert que la somme réellement manquante était plus proche de 15 000 livres. Les 5 000 livres supplémentaires avaient été dissimulés grâce à une manipulation plus sophistiquée des comptes. Une manipulation qu'Edmund Hartwell, simple employé, n'avait probablement pas les compétences nécessaires pour effectuer. Elle laissa cette information faire son effet, observant les visages autour de la pièce. Les enquêteurs de la banque ont conclu que Hartwell avait un complice, quelqu'un qui avait des connaissances plus sophistiquées en matière de comptabilité et de banque, quelqu'un qui l'avait aidé à dissimuler l'étendue réelle du vol et qui, vraisemblablement, avait partagé le butin. Mais cette personne n'a jamais été identifiée. L'enquête a été close lorsque Hartwell a disparu et a été présumé mort. Il y avait donc un complice, dit le colonel Melchett. Mais en quoi cela nous aide-t-il aujourd'hui? Parce que, dit mademoiselle Marple, ce complice a également disparu de Clapham il y a 23 ans. Et je pense qu'il est également venu à St. Mary Mead, à la suite d'Edmund Hartwell, pour le retrouver, tout comme madame Darnley l'a finalement fait, mais dans un but très différent. La pièce était devenue complètement silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur mademoiselle Marple. Ce complice avait participé au vol de 15 000 livres, mais lorsque Hartwell s'est enfui, il a emporté toutes les preuves avec lui, les documents, les registres, tout ce qui prouvait l'implication du complice. Cette personne ne pouvait pas accéder à sa part de l'argent volé sans se dévoiler à la police. Elle avait donc le choix, oublier l'argent ou retrouver Hartwell et le forcer à payer. « Du chantage » murmura le docteur Haydock. « Exactement. Il a retrouvé Hartwell à St. Mary Mead, ce qui n'était pas difficile pour quelqu'un qui avait des relations dans le milieu bancaire et savait comment retracer les transferts d'argent. Il a découvert sa nouvelle identité, Edmund Hartley, chef de chœur. Et il a commencé à lui extorquer de l'argent. De petites sommes, prélevées sur les comptes de l'église que Hartley gérait, versées année après année. Pas assez pour pousser Hartley à s'enfuir à nouveau, mais assez pour le maintenir dans la pauvreté, pour le garder piégé. « Mais qui ?» demanda Madame Price Ridley. « Qui, à St. Mary Mead, avait des connaissances bancaires? Qui est arrivé ici il y a 23 ans ?»« Ah, dit mademoiselle Marple, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez, le complice n'est pas arrivé à St. Mary Mead il y a 23 ans. Il est venu plus tôt. Il était déjà là, déjà établi, déjà respectable. Et quand Edmund Hartwell est apparu dans le village, il l'a immédiatement reconnu. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant la pièce, pour finalement se poser sur une personne qui était devenue très, très pâle. « Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas, Madame Bartlett ?» La propriétaire sursauta comme si elle avait reçu un coup. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Je pense que si. Vous étiez Sarah Jennings avant votre premier mariage, la même Sarah Jennings qui travaillait comme secrétaire à la banque où Edmund Hartwell était employé. Vous l'avez aidé à détourner des fonds en manipulant les comptes grâce à votre connaissance supérieure des procédures bancaires. Vous étiez en fait le cerveau derrière l'opération. Hartwell n'était qu'un simple employé qui avait accès aux comptes. C'est vous qui saviez comment dissimuler le vol. C'est ridicule. » La voix de Madame Bartlett était stridente. « Je n'ai jamais travaillé dans une banque. Je suis une veuve respectable depuis 20 ans. Une veuve qui a déménagé à St. Mary Mead il y a 18 ans avec un revenu confortable provenant de la succession de votre défunt mari. Du moins, c'est ce que vous avez dit à tout le monde.
mais j'ai pris la liberté de me renseigner sur le testament de M. Bartlett, et il s'avère que sa succession était assez modeste, à peine suffisante pour acheter la pension que vous exploitez. Vos revenus confortables provenaient d'ailleurs. Des 15 000 livres que vous avez aidé Edmund Hartwell à voler, l'argent auquel vous avez finalement eu accès après des années d'investissement prudent et de blanchiment. Madame Bartlett tremblait, les mains serrées sur ses genoux. « Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. »« En fait, dit mademoiselle Marple, je peux le prouver. Vous voyez, j'ai demandé à l'inspecteur Slack d'envoyer un télégramme à la police de Clapham pour leur demander de vérifier leur registre afin de trouver toutes les employées de la banque en 1903. Sarah Jennings était répertoriée comme secrétaire, une secrétaire très compétente selon son supérieur. Elle a démissionné 2 semaines avant la disparition d'Edmund Hartwell, invoquant une urgence familiale en Écosse. Mais il n'y a aucune trace d'elle en Écosse. Elle a tout simplement disparu jusqu'à ce qu'elle réapparaisse 2 ans plus tard à Bath sous le nom de Madame Bartlett, récemment veuve, à la recherche d'un endroit tranquille où s'installer. Elle a finalement choisi St. Mary Mead. L'inspecteur Slack acquiesçait en consultant son carnet. « Le télégramme est arrivé ce matin, mademoiselle Marple. Tout ce que vous avez dit se vérifie. Madame Bartlett, ou mademoiselle Jennings, comme elle s'appelait alors, a disparu de Clapham en octobre 1903. Le visage de Madame Bartlett s'est effondré, sa respectabilité s'est évanouie comme un masque. « Il a tout pris », a-t-elle murmuré. « Edmund a pris toutes les preuves, tous les dossiers. Je ne pouvais pas accéder à l'argent sans m'impliquer moi-même. J'ai dû attendre, être patiente. J'ai investi le peu que j'avais réussi à mettre de côté. J'ai épousé le pauvre monsieur Bartlett pour être respectable. J'ai attendu ma chance. Et puis, des années plus tard, vous avez découvert qu'Edmund Hartley vivait à St. Mary Mead. Comment l'avez-vous trouvé? Le chèque bancaire. La voix de Madame Bartlett était amère. J'avais gardé des contacts à Clapham, des informateurs qui surveillaient pour moi. Quand Edmund a commencé à envoyer de l'argent à sa femme par l'intermédiaire de l'avocat, quelqu'un l'a remarqué. Ils ont retracé les traites. Cela a pris des années, mais ils l'ont finalement trouvé. Et ils m'ont prévenu. Vous êtes donc venu à St. Mary Mead. Vous vous êtes établi comme une veuve respectable et vous avez finalement proposé un logement au chef de chœur. Vous avez dû apprécier cela, avoir Edmund Hartwell sous votre toit sans qu'il se doute que son ancienne complice lui servait le petit déjeuner tous les matins. Madame Bartlett eut un rire amer. Il ne m'a jamais reconnu. J'avais changé d'apparence, de comportement, tout, et il ne me cherchait pas. Il pensait que j'avais disparu, probablement que j'avais été arrêté et emprisonné. Il n'aurait jamais imaginé que j'avais été assez intelligente pour cacher l'argent, assez patiente pour attendre. Et une fois qu'il était dans votre pension, vous avez commencé le chantage, de petites sommes provenant des comptes de l'Église, juste assez pour le faire souffrir, pour vous rembourser les années que vous aviez perdues. C'était mon argent. La voix de Madame Bartlett s'éleva. Je l'avais gagné. J'avais tout planifié, fait tout le travail compliqué. Edmund n'était qu'un imbécile qui avait accès aux comptes. Sans moi, il n'aurait jamais volé un centime. Peut-être pas, mais cela n'excuse pas le meurtre. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. Madame Bartlett recula. « Je ne l'ai pas assassiné. Il s'est noyé, tout le monde le sait. Edmund Hartley ne s'est pas noyé, dit fermement mademoiselle Marple. Il n'y a pas de corps parce qu'il n'est pas mort. Pas encore, en tout cas. » La pièce s'embrasa. Tout le monde parla en même temps, posant des questions, émettant des objections, exigeant des explications. L'inspecteur Slack s'avança, le visage rouge de colère. « Mademoiselle Marple, si c'est une sorte de... » « Ce n'est pas une blague, inspecteur. Edmund Hartley est vivant, ou du moins, il l'était encore hier.
Vous voyez, lorsque Madame Darnley est arrivée et a commencé à poser des questions, Madame Bartlett a réalisé que son arrangement confortable était en danger. Si la véritable identité de Hartley était révélée, les enquêteurs se pencheraient sur ses finances. Ils découvriraient les irrégularités dans les comptes de l'Église. Ils remonteraient la piste de l'argent et finiraient par trouver Madame Bartlett. Alors, elle l'a tué. Dennis Clement avait l'air perplexe. Mais vous venez de dire qu'il était vivant. Elle a essayé de le tuer, corrigea mademoiselle Marple. Elle a mis en scène la noyade. Elle a cassé la clôture, dispersé ses affaires et même placé ses lettres pour impliquer mademoiselle Amanda si nécessaire. Mais elle n'a pas réellement jeté Edmund Hartley dans l'étang du moulin. Elle l'a drogué, probablement dans son thé du petit déjeuner, et l'a déplacé pendant qu'il était inconscient. « Où l'a-t-elle déplacé » demanda le colonel Melchett. « Dans son grenier. Il est enfermé dans le grenier de Madame Bartlett depuis 3 jours, pendant que nous fouillons l'étang du moulin. La deuxième explosion fut encore plus forte que la première. L'inspecteur Slack se dirigeait déjà vers la porte en appelant ses agents. Madame Bartlett se précipita de sa chaise, mais le docteur Haydock la retint par le bras. « Vous ne pouvez pas le prouver !» hurla-t-elle. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, dit mademoiselle Marple, je peux. Vous voyez, je me suis rendue dans votre pension ce matin pendant que vous étiez ici. J'ai pris la liberté d'inspecter votre grenier. La porte était fermée à clé, ce qui semblait étrange pour un grenier, et quand j'ai appelé, quelqu'un a répondu. Une voix masculine, faible et effrayée. Il a dit qu'il s'appelait Edmund Hartley. Madame Bartlett s'affaissa dans les bras du docteur Haydock, le visage déformé par la haine. « Vieille femme indiscrète, cela ne vous regarde pas. Le meurtre regarde tout le monde, » dit calmement mademoiselle Marple. « Ou la tentative de meurtre, dans ce cas précis. Je suis sûr que l'inspecteur Slack trouvera M. Hartley vivant dans votre grenier, mais il aura probablement besoin de soins médicaux. Je soupçonne que vous lui avez donné le strict minimum à manger et à boire, attendant qu'il s'affaiblisse suffisamment pour que vous puissiez vous débarrasser de lui définitivement, sans qu'il oppose de résistance. » Madame Bartlett lui cracha dessus, littéralement. Mais mademoiselle Marple sortit simplement son mouchoir et s'essuya la joue avec un dédain tranquille. « Ce que je ne comprends pas, dit Griselda, c'est pourquoi Madame Bartlett s'est donné la peine de faire du chantage. Si elle avait déjà reçu sa part de l'argent, pourquoi ne pas avoir simplement laissé Edmund Hartley vivre sa vie? Parce qu'elle ne l'avait pas tout, expliqua mademoiselle Marple. Rappelez-vous, l'enquête a révélé qu'il manquait 15 000 livres. Mais Madame Bartlett n'a pu accéder qu'à une partie de cette somme, peut-être 5 000 livres, avant de devoir s'enfuir. Le reste était bloqué sur des comptes qui nécessitèrent la signature d'Edmund ou dans des actifs qu'il avait achetés. Elle avait besoin de lui pour le lui transférer progressivement, au fil des ans, grâce au paiement de chantage. Et elle avait besoin qu'il reste en vie pour le faire, jusqu'à ce que le risque d'être découverte devienne plus grand que la valeur de l'argent restant. L'inspecteur Slack et 2 agents sortirent en trombe du presbytère et se dirigèrent en courant vers la pension de famille de Madame Bartlett. Mademoiselle Marple les regarda partir, puis se retourna vers la pièce. « Je suis désolé de vous avoir tous soumis à cette situation désagréable, mais je pensais qu'il était important que vous compreniez la vérité. Edmund Hartley était beaucoup de choses. Un voleur, un lâche, quelqu'un qui avait abandonné sa famille. Mais en fin de compte, il était aussi une victime. Une victime de ses propres crimes, certes, mais aussi une victime de quelqu'un qui était bien plus impitoyable que lui. Madame Darnley pleurait ouvertement. Est-il vraiment vivant? Edmund est vraiment vivant. Je crois que oui. Il aura besoin de soins médicaux et devra faire face aux conséquences juridiques de ses crimes, anciens et nouveaux. Mais il est vivant. La femme acquiesça en pressant son mouchoir contre ses yeux.
Je ne sais pas si je dois être heureuse ou dévastée. Il m'a quittée. Il m'a laissé croire qu'il était mort pendant 20 ans. Mais il est vivant. Le cœur humain, dit doucement mademoiselle Marple, est une chose compliquée. Nous pouvons ressentir simultanément de la joie et du chagrin, de l'amour et de la colère, du soulagement et du ressentiment. Vous avez le droit d'éprouver tous ces sentiments, ma chère. Tous à la fois. Mademoiselle Amanda s'était levée et avait rejoint madame Darnley, et les deux femmes s'étreignirent, deux femmes qui avaient aimé et perdu le même homme, trouvant l'une dans l'autre la seule compréhension possible. Une demi-heure plus tard, une nouvelle arriva de la pension. Edmund Hartley avait été retrouvé dans le grenier, affaibli et déshydraté, mais vivant. Madame Bartlett avait été arrêtée. Le médecin s'occupait de Hartley, même s'il était clair qu'il se remettrait. Le presbytère se vida lentement, les gens rentrant chez eux, stupéfaits et bouleversés. Mademoiselle Marple fut parmi les dernières à partir. En se dirigeant vers la porte, elle s'arrêta près du vase de roses dans le couloir, les mêmes roses qu'elle avait remarquées quelques jours auparavant, fanées et oubliées. L'eau était désormais trouble, les tiges pourrissaient. Elle toucha l'une des fleurs, qui se désintégra sous ses doigts, les pétales tombant comme du papier de soie, ne laissant que des épines et du bois mort. « Quel dommage !» murmura-t-elle à Griselda. « Les roses ont vraiment besoin d'attention. Quand on les néglige, elles se fanent si vite. » Griselda regarda les fleurs abîmées. « J'avais l'intention de changer l'eau, mais j'ai oublié. »« Nous oublions tous parfois, » dit mademoiselle Marple. « L'astuce, c'est de s'en apercevoir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. » Elle rentra chez elle à pied dans le crépuscule naissant, son sac à tricot sur le bras, l'esprit déjà tourné vers d'autres préoccupations. Il faudrait poster la veste rose pour bébé demain. Et ces roses avaient besoin d'être taillées pour l'automne. Elle avait repoussé cette tâche, mais elle ne pouvait vraiment plus attendre. Derrière elle, Sainte Mary Mead s'installait dans sa routine du soir. Des lumières apparurent aux fenêtres des cottages. De la fumée s'élevait des cheminées. La cloche de l'église sonna 6 heures, son son résonnant dans le village comme une bénédiction. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose avait bouleversé l'atmosphère paisible du village. Les gens se souviendraient, pensa mademoiselle Marple, que le mal pouvait se cacher derrière un visage respectable, que le chantage et la tentative de meurtre pouvaient se dissimuler derrière la façade d'une gentille propriétaire, que la personne qui vous servait votre petit déjeuner pouvait être en train de planifier votre mort. C'était une leçon désagréable, mais nécessaire. Elle arriva à son cottage et s'arrêta à la porte, regardant son jardin. Les roses qu'elle avait taillées montraient déjà de nouvelles pousses, petites et vertes, pleines d'espoir et de fraîcheur. Les buissons non taillés au fond du jardin étaient encore emmêlés et faibles, leurs dernières fleurs brunies et mourantes. Demain, elle les taillerait, sans pitié, complètement, jusqu'au bois sain, enlevant tout ce qui était malade et abîmé. Cela aurait l'air austère pendant un certain temps, vide, presque violent dans sa nudité. Mais au printemps, il fleurirait à nouveau, plus fort d'avoir été taillé, plus sain d'avoir perdu leur bois mort. C'était ça, les jardins, réfléchit mademoiselle Marple, et les villages, et les gens. Parfois, la chose la plus gentille à faire, la chose nécessaire, était de tailler ce qui était trop abîmé pour être sauvé, pour faire de la place à de nouvelles pousses, pour faire place à quelque chose de mieux. Edmund Hartley avait été coupé de son ancienne vie, mais il ne s'était jamais engagé dans la nouvelle. Il était resté pris entre deux feux, gaspillant son énergie à maintenir une façade tout en pourrissant de l'intérieur. Et Madame Bartlett avait été encore pire, une plante parasite poussant à partir de racines corrompues, drainant la vitalité de tous ceux qui l'entouraient, tout en paraissant parfaitement respectable.
Maintenant, ils seraient tous deux complètement éliminés. La prison pour Madame Bartlett. La prison pour Edmund Hartley aussi, très probablement, une fois qu'il se serait suffisamment rétabli pour être jugé. Leur fille Emily, au Canada, apprendrait la vérité sur son père. Mademoiselle Amanda devrait réconcilier le frère qu'elle aimait avec le frère qui avait réellement existé, deux personnes complètement différentes. Il y aurait des cicatrices. Il y en avait toujours. Mais les cicatrices guérissaient. Et Sainte Mary Mead, soupçonnait mademoiselle Marple, ferait preuve de résilience. Les villages le faisaient toujours. Elle rentra, mit la bouilloire à chauffer pour le thé et s'installa dans son fauteuil près de la fenêtre. La veste rose pour bébé était emballée et prête à être postée. Dehors, la dernière lueur du jour s'évanouissait dans le ciel et les roses de son jardin s'assombrissaient. Demain, elle les taillerait. Elle couperait tout ce qui était mort ou mourant, toutes les tiges qui se croisaient, sans produire rien, toutes les fleurs qui avaient fait leur temps. Elle serait impitoyable. Elle serait gentille. Et quand le printemps viendrait, les roses fleuriraient à nouveau, plus belles qu'avant. C'était ainsi que les choses fonctionnaient. La mort et le renouveau, la taille et la croissance, la violence nécessaire des cisailles du jardinier et le doux miracle d'une nouvelle croissance émergeant des anciennes blessures. Mademoiselle Marple sirotait son thé et regardait l'obscurité s'installer, et elle pensait à Edmund Hartley, enfermé dans un grenier, attendant le secours ou la mort. Elle pensait aux 20 années de vengeance patiente de Madame Bartlett, dissimulée derrière les plateaux de petit déjeuner et le linge propre. Elle pensait à Madame Darnley et à Mademoiselle Amanda, deux femmes liées par leur amour pour un homme qui n'avait jamais vraiment existé tel qu'elle l'avait imaginé. Quelle affaire compliquée, la nature humaine, murmura-t-elle pour elle-même. On pourrait penser que les gens apprendraient, mais ils ne le font jamais. L'horloge de l'église sonna 7 heures. Quelque part dans le village, quelqu'un s'exerçait à jouer des gammes au piano, très mal. Un chien aboya. Une porte claqua. Des sons normaux, des sons réconfortants. Mais mademoiselle Marple savait que sous cette surface réconfortante, Sainte Mary Mead venait de se rappeler quelque chose d'important, que le mal existait, que la cupidité corrompait, que la patience pouvait être aussi dangereuse que la passion. Les roses de son jardin bruissaient dans la brise du soir, et elle imaginait entendre le doux cliquetis des pétales tombant, un à un, sur la terre sombre en dessous. Au matin, les buissons seraient encore plus dénudés, mais elle les taillerait quand même, coupant même ce qui semblait vivant pour faire de la place à ce qui allait pousser. C'était tout l'art du jardinier, savoir ce qu'il fallait sauver et ce qu'il fallait sacrifier, comprendre que parfois la coupe la plus cruelle était celle qui sauvait la plante tout entière. Elle finit son thé, rinça la tasse et se prépara à aller se coucher. Demain apporterait les conséquences, les procédures judiciaires, les explications, le lent processus de guérison et d'oubli. Mais ce soir, Sainte Mary Mead dormait. Mademoiselle Marple dormait. Et quelque part dans un lit d'hôpital, Edmund Hartley dormait aussi, vivant contre toute attente, sauvé par la détermination d'une femme âgée à comprendre le schéma qui se cachait derrière le chaos. Les roses refleuriraient au printemps. Elles le faisaient toujours. Mais les épines restaient, acérées et dangereuses, rappelant que la beauté et la douleur poussaient des mêmes racines. Mademoiselle Marple le comprenait. Elle l'avait toujours compris. C'était pour cela qu'elle tricotait, qu'elle taillait ses roses et qu'elle résolvait des meurtres dans de paisibles villages anglais où rien ne semblait jamais se passer. Jusqu'à ce que cela arrive. Et quand cela arrivait, quelqu'un devait y voir clair, couper le bois mort, comprendre que le mal et le bien pouvaient naître du même sol, si intimement liés que seul un examen minutieux pouvait les distinguer.
Elle était très douée pour les examens, pour voir ce que les autres ne voyaient pas, à comprendre qu'un rosier n'était jamais seulement un rosier, mais une métaphore, une leçon, un avertissement et une promesse que même après la taille la plus impitoyable, la vie reviendrait fraîche, propre et nouvelle. Si l'on était patient, si l'on était impitoyable, si l'on comprenait que parfois, aimer signifiait couper tout ce qui était abîmé pour sauver ce qui restait. Edmund Hartley vivrait, mais la vie qu'il s'était construite ne survivrait pas. Elle avait été taillée, nécessairement, inévitablement. Et St. Mary Mead se développerait autour de l'espace vide qu'il avait laissé derrière lui, le remplissant de nouvelles pousses, de nouvelles histoires, de nouvelles complications. C'était ainsi que fonctionnaient les villages. Et les roses, et la vie. Miss Marple ferma les yeux et s'endormit, sans rêve, paisiblement, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Les roses pouvaient attendre jusqu'au matin. Elles pouvaient toujours attendre.